Notre cas clinique est donc une parésie brachiocéphalique droite spastique, chronique, séquelaire, d'un accident vasculaire cérébral ischémique filien gauche cardio-embolique. Le traitement qui est administré au patient est une série d'injections de toxines botuliques et de baclofène, un agoniste GABAergique. Il s'agit d'un homme de 65 ans, fumeur, présentant un taux de cholestérol élevé et souffrant d'une insuffisance cardiaque droite entraînant de fréquentes fibrillactions. À l'examen clinique, il présente donc une parésie brachiocéphalique droite spastique chronique. Je vais tout d'abord commencer par rappeler les différentes branches de l'artère carotide interne afin de localiser l'artère tibienne. L'artère carotide interne, après avoir pénétré dans les fascies arachnoïdes, donne une première branche, qui est l'artère ophtalmique. Par la suite, elle donne l'artère communicante postérieure et l'artère choroïde antérieure. Enfin, elle se divise en artère cérébrale antérieure et moyenne, en dessous de la substance perforée antérieure. Dès lors, nous pouvons plus aisément situer l'artère tibienne ou artère cérébrale moyenne. Contrairement aux artères cérébrales antérieures et postérieures, qui sortent perpendiculairement par rapport à leur point d'origine, on remarque que l'artère cérébrale moyenne sort en dehors et vers le haut de l'artère carotide interne. Par cette disposition, elle est donc plus susceptible à un passage de particules, et notamment à un embole. En lien avec notre cas clinique, il est important de rappeler les différents territoires d'irrigation de l'artère sylvienne ou artère cérébrale moyenne. Cette dernière pénètre dans la fissure de Sylvie. Ces différentes branches vont ainsi permettre l'irrigation d'une partie de la face externe de l'hémisphère cérébral qui comprend la partie externe de la circonvolution frontale ascendante, qui est l'aire motrice primaire, et la troisième circonvolution frontale qui comprend notamment l'aire de Broca. Signalons que dans notre cas clinique, l'aire de Broca ne semble pas touchée. Il est donc important de signaler qu'il existe de nombreuses variations anatomiques quant à l'origine des artères, mais aussi concernant les différents systèmes anastomotiques. Maintenant que nous connaissons les différents territoires d'irrigation de l'artère sylvienne, il est important de rappeler l'homunculus moteur de Penfield afin de déterminer quelles régions seront touchées par une obstruction de l'artère cérébrale moyenne. En effet, il existe une certaine organisation somatotopique au niveau du cortex moteur. À la face inférieure et latérale de la circonvolution frontale ascendante, nous avons les neurones qui s'occupent des muscles de la tête et de la face. La région moyenne et latérale représente les muscles des membres supérieurs. Et sur la surface interhémisphérique se trouvent les neurones qui s'occupent des pieds. Dès lors, en suivant le territoire d'irrigation de l'artère sylvienne, cela nous permet d'expliquer la parésie brachiocéphalique. Maintenant que nous connaissons les territoires touchés par l'obstruction de l'artère sylvienne, il est important de rappeler la voie motrice pyramidale. La voie motrice pyramidale est la voie efférente qui permet la motricité somatique des muscles. Elle démarre au niveau du cortex moteur primaire, pénètre au niveau de la capsule interne, dans son bras postérieur, et rejoint d'une part les neurones moteurs des nerfs crâniens au niveau du bulbe, c'est la voie corticonucléaire, d'autre part, elle pénètre dans la moelle épinière où elle fait synapse avec le neurone alpha de la corne antérieure. Ceci, c'est la voie corticospinale. Les fibres corticospinales naissent donc des parties médiales et latérales supérieures de la circonvolution, alors que les fibres corticonucléaires proviennent de sa partie inférieure, située en arrière du gyrus frontal inférieur. Pour information, sur cette dia, je reprends les projections des voies corticonucléaires et des voies corticospinales. Expliquons maintenant la spasticité observée chez notre patient. La spasticité est une augmentation du tonus musculaire liée à des lésions des voies descendantes. Il s'agit donc d'une exagération du réflexe ostéotendineux. En effet, les voies descendantes sont incapables d'exercer leur effet inhibiteur foncé. Passons maintenant au traitement. Dans notre cas, le traitement proposé est une série d'injections de toxines botuliques et baclofène, un agoniste GABAergique. D'abord, nous allons rappeler quelques notions physiologiques. Qu'est-ce que le complexe NAR? Le complexe NAR permet la fusion des vésicules contenant le neurotransmetteur avec la membrane du bouton présynaptique.
De cette façon, cela permet le relargage du neurotransmetteur. La toxine botulique est ici utilisée afin d'inhiber le complexe nerf. De cette façon, nous inhibons le relargage du neurotransmetteur dans la pente synaptique et nous empêchons la transmission de l'influx nerveux. Le GABA est un puissant inhibiteur. Dans notre cas clinique, nous allons utiliser le baclofène, un agoniste, afin d'inhiber les motoneurones alpha hyperexcitables. D'un point de vue sémiologique, il y a plusieurs examens qui permettent de détecter la parésie de notre patient. En effet, il va développer une épreuve du serment positive, c'est-à-dire que lorsqu'on lui demandera de tendre les bras horizontalement et parallèlement, après un laps de temps assez court, son bras droit, en l'occurrence qui est touché, va descendre, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à le maintenir parallèlement et horizontalement. Et ensuite, il va avoir une manœuvre de barret positive, c'est-à-dire qu'il va avoir une main creuse lorsqu'on lui demandera de tendre le bras en l'horizontale également. À partir de toutes ces informations, nous pouvons dès lors établir un schéma explicatif de notre vignette clinique. Le tabac, le cholestérol, la déficience cardiaque et l'âge du patient permettent d'expliquer, via la triade de Virchow, la thrombose observée chez notre patient. À partir de cette thrombose, nous avons dès lors un embole qui a circulé et qui a obstrué l'artère sylvienne gauche. En effet, celle-ci, de par son orientation, est plus susceptible à cette obstruction. Cette obstruction de l'artère sylvienne entraîne une ischémie au niveau de la circonvolution frontale ascendante gauche, entraînant une nécrose de cette partie et dès lors une atteinte du faisceau pyramidal. Le faisceau pyramidal qui subit une décustation au niveau bulbaire pour 80% de ses fibres. L'atteinte de ce faisceau pyramidal entraîne une exagération du réflexe ostéotendineux. Par toutes ces informations, nous pouvons dès lors conclure que cela entraîne une parésie brachiocéphalique droite, ici dans ce cas, si l'on reprend la décustation bulbaire, spastique, chronique. Et maintenant, qu'allons-nous dire à notre patient? Simplement que suite à ses antécédents, il a été victime d'une thrombose. Ce thrombus s'est fragmenté et a obstrué une artère essentielle dans l'irrigation de la partie du cerveau s'occupant de la motricité de la face et du membre supérieur. Dès lors, cette partie devient non fonctionnelle et n'est plus capable d'assurer la motricité volontaire des parties citées précédemment.